On développe la bestialité à Rome. Il y a des maisons où on a des oies, des singes, des chiens. On a même, jusque certains témoins disent qu'il y a des crocodiles. Rome va s'inspirer de la Grèce et Napoléon, en 1805, quand il va faire le réglementarisme, copie la législation romaine. Donc, vous voyez, il y a un pont entre l'Antiquité et le XIXe siècle. Certains témoins de l'époque disent c'est effarant, les rues adjacentes sont pleines de petits garçons et de petites filles. Il y a toujours eu des réseaux. Alors à l'époque, c'est pas les maquereaux, au 18e, c'est les greluchons. Les greluchons. Les greluchons. C'est une belle insulte, ça. Espèce de greluchon. Là. Les greluchons, c'était les maquereaux de l'époque. Après, la Révolution est très pudibonde. Là, Robespierre veut tarir tout ça. Il propose, pour les filles qui vont quitter la prostitution, de les convertir en leur lisant des textes révolutionnaires, en leur faisant écouter des chansons révolutionnaires. On dirait un truc du Parti Socialiste, tu sais. La clientèle change. Parce que l'Allemand, l'occupant allemand, ne veut pas qu'il y ait d'autres clientèles. Donc on va avoir, comme je vous disais, ces bordels pour la troupe, pour les officiers, pour les superviseurs. Pourquoi c'est bon pour les affaires, plus il y a de clients. Non, parce qu'il y a quand même... Alors, il y a aussi une chose que font les Allemands, c'est qu'ils préfèrent que les soldats allemands aient des relations avec les prostituées qu'avec des femmes de France, hein, parce qu'il y aura moins... les prostituées, c'est leur métier. Il y aura moins de confidences qui puissent traverser et nuire à l'armée allemande. À une époque, les prostituées avaient fumé et la passe avait le temps que la cigarette qu'on mettait dans le cendrier se consume. Au-delà, il dit hop, terminé, si tu veux continuer, tu payes une deuxième passe. D'ailleurs, certaines prostituées disent finalement, plus ils sont bourgeois, plus ils sont pervers. Quand j'ai une relation sexuelle avec un ouvrier, il n'y a aucun problème, c'est juste un soulagement. Avec un bourgeois, c'est plus compliqué. Il aime des fois, il a envie de me frapper, il a des méthodes perverses. Donc il y a ce côté, et certains voisins disent, avec l'enrichissement, arrivent les perversions. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, nouvelle émission, nouvel invité. Bonjour Mac Chalel. Bonjour. Alors, est-ce que pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, vous pourriez vous présenter ? Écoutez, j'ai une longue histoire. Pour rester dans le champ éditorial, disons que j'ai travaillé dans l'édition chez Belfond, Stock, 18, Galilée. J'ai publié des bouquins chez Gallimard, chez Stock, chez De Noël. Oui. J'ai dirigé une revue littéraire. J'ai fait des émissions à la radio, à la télé, toujours dans le littéraire, bien sûr. Voilà. Puis, voilà un petit peu le champ éditorial. À côté de ça, j'étais à une époque professeur. C'est bon, c'était pas ce qui me plaisait le plus, je préfère le livre, hein, naturellement. Et donc, c'est une enfance fascinée par le livre, la jeunesse, l'âge adulte. Et puis, j'ai continué, un peu boulimique du livre, mais enfin, c'est une passion comme une autre, qui n'est pas pire que bien d'autres, voilà. Combien vous en avez écrit ? Oh, j'ai écrit 5-6 bouquins à peu près, 7 bouquins, je ne sais plus maintenant, 2 en prostitution, 3, 4 prostitutions, et puis les autres, oui, une huitaine de bouquins. Eh ben, voilà. C'est sur ce sujet qu'on va vous recevoir, puisque votre maison d'édition m'a envoyé 7 ouvrages, en tout cas le premier tome à l'époque, et vous venez de sortir le deuxième, Le monde de la prostitution, de la violence à l'illusion, et j'aurais aimé, je trouvais que le sujet était passionnant. Ouais. Et j'aurais bien aimé qu'on fasse une petite rétrospective de cette histoire de la prostitution, de ce qu'elle a pu représenter, de l'Antiquité, voire même avant l'Antiquité d'ailleurs, à nos jours. Et puis peut-être dans une deuxième partie, des questions qu'elle soulève. Est-ce qu'il y a des constantes dans la façon dont les pouvoirs politiques, religieux abordent cette question-là ? Et j'aurais aimé commencer par une question très simple. Allez-y. On dit souvent que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Est-ce que c'est vrai ? Non. C'est une formule toute faite, qui est très simple. En fait, il y a des peuples qui n'ont jamais connu la prostitution. C'est ce que soulève Malinowski ou Maredwi, qui étaient des sociologues. Et ils montrent qu'en Mélanésie, chez les Indiens, les Comanches, chez un certain nombre de peuples, la prostitution n'existe pas. Il n'y a pas de rétribution. Il y a l'hospitalité sexuelle, bien sûr, c'est autre chose. On parlera, oui. Évidemment, qui fait que l'on vous offre la fille ou l'épouse à titre d'hospitalité. Mais il n'y a pas de rétribution. La prostitution, c'est quand commence la rétribution. Quand il y a échange de la chair
contre de l'argent. C'est-à-dire quand on réifie la personne humaine. Jusque-là, évidemment, ce n'est pas la liberté, mais il y a, disons, une hospitalité sexuelle. Il y a aussi, antérieurement, il y a aussi une position sacrée, où là, c'est une position non pas rétribuée, c'est une position en hommage au Dieu, avec, disons, quand il y a un client qui vient fréquenter une société, mais l'argent va au temple. Donc, c'est très différent, il n'y a pas répétition. Dans le concept de prostitution, il y a rétribution et répétition. Une prostituée ne fornique pas qu'avec un seul client, sauf quand c'est une courtisane, c'est un autre problème. Mais il y a donc cette répétition, parfois qui peut atteindre des sommets. Dans la prostitution d'abattage, ça peut être jusqu'à 100 clients par jour. Et puis, il y a le paiement qui varie selon le statut, le niveau de la prostituée. Il y a des prostituées très chères, des prostituées bas de gamme. On cite des prostituées au XIXe siècle, c'était l'équivalent d'un verre de vin. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de ce phénomène. Évidemment, la femme réifiée, la femme devenue, dans la société patriarcale, plus ou moins exploitée. La prostitution commence en fait en tant que système institué avec l'Antiquité. Elle commence en Mésopotamie, elle va se prolonger dans la Grèce de Périclès, quand il y a concentration, quand il y a des villes, quand il y a une masse de population concentrée. Quand on a des sociétés agro-pastorales ou nomades, il est très difficile d'organiser une prostitution. On verra qu'elle s'organise parfois avec les troupes, les soldats, les filles publiques derrière les troupes. Ça, c'est un autre problème. Mais on a quand même ce phénomène. Quand arrive la concentration, les villes, eh bien, Périclès se dit, à ce moment-là, il y a danger pour les femmes honnêtes, pour les femmes mariées. Il faut que le mari soit assuré de sa descendance. Parce que là, si sa femme est volage, ça pose un problème. Mon enfant n'est pas le mien, il est un enfant étranger. Donc, questionnement. Et à ce moment-là, Périclès va inventer les dictérions. Dictérions, c'est un nom grec pour dire le bordel. Où les filles sont pas chères parce que les filles sont captées, des esclaves et tout. Et donc, ça permet aux gens qui n'ont pas d'épouse, qui supposent un certain statut, de pouvoir se soulager. Donc, les dictérions fonctionnent pour les basses classes, mais pour les dictériades sont les filles des dictérions. Par contre, évidemment, on a les olétrides qui remontent un peu plus haut, qui savent jouer de la musique, qui savent danser. Ça, c'est pour une moyenne ou bourgeoisie. Et on a les étahirs plus haut, pour les hommes fortunés, où là, ce sont des courtisanes. C'est l'équivalent des courtisanes. Et on a conservé le nom de certaines étahirs parce qu'elles ont fréquenté des grands de ce monde. Elles ont fréquenté Périclès, elles ont fréquenté des hommes célèbres politiquement, culturellement. Mais on voit la ségrégation qu'on va retrouver tout au long de la prostitution. Pour les basses classes, pour les hautes classes. Il y a toujours, cette notion, c'est ça qui est frappant de différentes catégories. Alors, on le verra plus tard, les Romains vont jusqu'à, je crois, 25 catégories différentes de noms. Voilà, c'est énorme. Alors, j'ai donné dingue. un peu les noms dans le lexique romain. Et alors également, si vous voulez, par rapport à la Grèce antique, Rome va augmenter, va décupler. Évidemment, il y aura une position masculine très forte. En Grèce, elle est toujours liée à la culture. On voit souvent les philosophes, les écrivains ont des amants, mais c'est toujours avec un souci d'apprendre. Il y a toujours ce souci culturel. Rome, c'est plus du tout pareil. Rome, c'est beaucoup plus pragmatique. Et on a des prostitutions où on développe la bestialité à Rome. Il y a des maisons où on a des oies, des singes, des chiens. On a même vu que certains témoins disent qu'il y a des crocodiles. On a donc une position, les gitans, les gens qui sont impuissants, à qui on a enlevé les testicules, ceux à qui on a enlevé que la verge, qui ont gardé les yeux. On a toutes les formes, toutes les catégories. C'est étonnant. Alors là, j'ai noté dans le livre quand même, je pense que ça va vous faire marrer à la régie, donc les différentes catégories de prostituées. Alors, les mérétriques. Ah, ça c'est un... Alors, c'est lesquelles ? Est-ce que vous arrivez à trouver les mérétriques ? C'est des mamans ? Non. Des maquerelles ? Non. Qui sont étriquées ? Non. Non, c'est celle qui travaille à partir du crépuscule. Les mérétrices, on dit. Alors justement, oui. Oui, tout simplement. Oui, pourquoi je vous le prononce. Mais non, vous le dites en latin. Bah oui. Et on a les noctilioe.
qui effectivement travaillent la nuit et dorment le jour. Ouais. Les loupas. Le matin? Non. Alors les loupas. Les louves. Oui, les louves. C'est-à-dire que ce sont celles dont, c'est comme ça que vous le formulez, la rusticité convient aux campagnards. Voilà. Et alors les louves, parce qu'elles imitent le cri des loups pour allumer le passant. Pour allumer le passant. Voilà. Ah oui. Et pour aguicher le passant. Ouh, le cri du loup. Et d'ailleurs, loupa donnera lupanar. Ah, d'accord, c'est de là qu'est l'étymologie. Lupanar, c'est la maison où il y a des louves. D'accord. Voilà. D'accord. Et on a aussi les diabolatrices, les filles à 2 oboles. Voilà. Alors, c'est des filles bas de gamme, très bon marché. C'est leader price. Ouais. L'obole, c'est la plus petite monnaie qui existe. D'accord. Donc, on peut les forniquer pour 2 oboles. C'est-à-dire, ça représente rien du tout. C'est des filles en bas de gamme. Et à côté de ça, on le trouve dans les témoignages, j'en parle dans le 3e tome, les témoignages de certains auteurs latins. On a des prostituées haut de gamme qui demandent des sommes phénoménales. Et que les gars donnent parce qu'elles sont à la mode. Le critère, alors, c'est la beauté, c'est la différence de culture, de talent artistique. La renommée. Ah, la renommée. Par exemple, quand on voit, je passe au 19e siècle, quand on voit les grandes courtisanes, les grandes horizontales, comme on les appelait, eh bien, quand on voit les photos de ces horizontales, on ne peut pas dire que c'est un érotisme féroce. Mais elles avaient une renommée, tout le monde se les disputait, le roi d'Angleterre, Napoléon III, etc. Et du coup, elles acquéraient une valeur extraordinaire. Parce qu'il y avait une compétition entre les prétendants et qui se ruinaient. On voit des gens, elles demandent n'importe quoi, et comme elles sont à la mode, on leur offre un hôtel, on leur offre des fortunes. Il y a des gens qui vont tomber dans une misère noire, ils n'auront plus rien. Ils ont dilapidé, mais des sommes, on n'imagine pas ce que ça représente. La Païva, par exemple, on lui offre un hôtel sur les Champs-Élysées, meublé, évidemment, meublé prestigieux, et tel de la Belle Otero. On voit toutes ces femmes qui font tout Paris. Elles fréquentent parfois la bourgeoisie, mais avec difficulté quand même. Les bourgeois, ils les méprisent parce que ce sont des grands. Mais on a ce problème, c'est que les hommes se font duper. À partir du moment où une femme a une renommée, il faut la voir pour être à la hauteur de ceux qui l'ont eue. Et c'est très intéressant cet aveuglement, parce que on voit même des grandes horizontales qui se font donner des sommes folles, mais qui refusent la couche aux prétendants, alors qu'elles baissent par ailleurs. D'accord. Mais les hommes sont aussi tordus complètement. D'accord. Et on avait aussi les famosae, alors ça c'était celles qui arrondissent leur fin de mois. Voilà. Et quand on passe à la prostitution masculine, alors là, il y a encore plus de termes. Donc on a le fatici, c'est le passif. Oui. L'éphébie. Les faibles, exactement, l'adolescent. Oui. Le catimini. Voilà, en douceur. Il fait le faux ingénu, c'est ça. Voilà, l'ingénu, il joue à l'ingénu. Ouais. Le pusionès, c'est le petit garçon. Le fellatores, je pense qu'on aura tous compris. Le spadonès. C'est celui à qui on a coupé les testicules. C'est l'impuissant, tout à fait. Et on a l'amazie, c'est le gigolo durable. Oui, c'est le gigolo. C'est-à-dire que c'est une fréquentation de plusieurs fois. Voilà, c'est surtout de l'accompagnement. On a le castrati. Ouais. On a l'exoléti. Alors ça, c'est l'adolescent, mais actif. Alors, parce qu'il y a l'adolescent passif, parce qu'on lui a coupé et tout ça. Et puis, il y a l'adolescent actif. Il y a donc une barbarie, mais normale, quotidienne. Il n'y a pas du tout cette vision que l'on est en train d'attenter à la dignité de l'être humain. Non. Il y a le bien-être. Donc. Mais les femmes, à Rome comme en Grèce, sont très protégées. La matrone est plus libre. Elle va au spectacle, elle va au cirque et tout ça. Mais elle est surveillée, elle sort, mais avec la famille qui surveille. C'est toute l'ambiguïté de la société romaine. Comme on va retrouver dans certains pays musulmans, avec une certaine liberté, mais l'œil du maître. Oui, c'est ça. Elles sont de plus en plus, elles sont plus soumises à leur mari qu'elles ne l'étaient en Grèce, mais paradoxalement à ça, elles sortent, elles participent à l'économie, elles vont au spectacle. Et donc, effectivement, une femme qui se prostitue d'elle-même est considérée et méprisée par la société. C'est réservé aux esclaves, la prostitution. Donc, le marché de Corinthe, qui est très fertile, au marché de Corinthe, c'était un grand marché où on amène des jeunes esclaves, on les vend, comme on va trouver dans toute l'histoire, et qu'on trouve encore dans certains pays d'Afrique ou ailleurs.
L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Donc Athènes va arriver et créer une notion qui va être nouvelle dans nos sociétés, qui va être la notion de couple. Oui, c'est-à-dire le fait de se mettre à deux couple, pour avoir des avantages financiers. Voilà. Et puis en même temps pour la succession. Oui. Il y a toujours ce côté-là. À partir du moment où une société s'organise, où elle se sédentarise, il y a des biens, il y a des maisons, il y a des biens. Il faut les léguer. Et il faut être sûr que votre enfant est de vous. Et alors, du coup, problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat d'Engels qui disait que c'est l'apparition de la propriété privée qui crée l'exploitation et de la monogamie qui crée bien sûr. La prostitution? Mais ça peut sembler étonnant parce que beaucoup de sociétés non monogames ont connu, développé et peut-être même fait perdurer plus longtemps que les autres la prostitution. À quelle société pensez-vous? Par exemple, vous parliez de l'islam tout à l'heure, la société islamique. Ah oui, mais l'islam, il y a le couple dans l'islam. Oui, mais il dit que c'est la monogamie. Oui. Qui crée la prostitution. Mais après, l'islam peut avoir 4 femmes, musulmans, bien sûr. Moyennement. Oui, on en a une. Parce que c'est très coûteux d'avoir 4 femmes. Il faut être riche. Il y a ce problème-là. Donc, la polygamie est limitée par les problèmes financiers. Oui. Voilà, c'est ça le big problème. Mais donc, le couple est institué dans l'islam, comme dans le judaïsme, comme dans le christianisme. Et le problème, c'est ceux qui n'ont pas de femmes. Comment les drive-t-on, cela? Ouais. Bah, vous savez, j'ai été trahi par... j'ai eu 2 enfants avec la femme avec qui j'étais marié avec elle. J'ai été trahi et depuis ce temps-là, faire ma vie avec une femme du sérieux, j'aurais du mal à faire confiance. Quoi. Alors je préfère m'amuser plutôt qu'à rechercher une histoire sérieuse pour l'instant. J'ai mes habitués, comme Mademoiselle Désir. J'ai mes habitués comme elle, on se connaît un peu, tout. Et puis des autres, il y a des moments, des nouveautés où ça dépend. Aux Grecs vont succéder les Latins. Les Latins. Alors après le Moyen-Âge... Eux ne connaissent pas la prostitution sacrée. Non. Les Grecs ont été à cheval sur les deux. C'est-à-dire qu'au début, c'était une prostitution sacrée de l'homme qui allait s'initier à la sexualité au temple. Oui. Parce que ça faisait partie de son initiation. Mais c'est aussi le fait que la Grèce fait partie de l'axe moyen-oriental. Et donc, il y a des parenthèses. La prostitution sacrée va naître dans ce cas. Rome est beaucoup plus pragmatique. Les Romains sont des gens... le code civil, etc. Ils organisent le monde. Ce sont des colonisateurs organisateurs. Donc, il y a quelques journées, les Lupercales, les Floralie, où ils s'excitent un peu, mais en réalité, il n'y a pas le culte religieux, le corps sacré, le corps en fusion, comme on a en Orient, au Japon ou en Inde, où par la sexualité, on se met en relation avec les puissances, avec la terre, les puissances génétiques, les dieux. Donc, on le voit très bien, c'est très différent. On a un côté... Ah oui, parce que vous parlez un petit peu des Asiatiques, des Chinois et des Japonais qui, pendant le même temps, eux, ont une vision totalement différente. Comment elle s'organise, la prostitution dans cette autre antiquité? Elle va apparaître assez vite quand même. Bon, c'est pas simplement les Occidentaux qui l'amèneront. Mais en fait, elle commence, mais elle est très liée avec le culte phallique, le culte qu'on trouve encore au Japon. Il y a ce côté, par la sexualité, on rejoint Dieu, on se met en relation avec Dieu. Donc, le corps est sacré. On voit très tôt que
l'impudeur, pour certains occidentaux, c'est l'impudeur de ces statues parce que la nudité n'est pas tabou. Les postures, on voit ces postures dans les statues, les postures sexuelles, les rapports sexuels sont montrés. Il n'y a pas de honte. Dieu a créé l'homme et la femme, c'est fait pour qu'ils s'expriment et qu'ils forniquent. Rome après continue dans l'amollissement, le plaisir, et Rome va tomber victime de sa mollesse. Disons, il y a beaucoup... ce n'est plus la République. L'Empire romain va dégringoler au niveau des mœurs, au niveau du ramollissement des citoyens qui ne combattent plus. On fait venir des barbares pour prendre la place, et un beau jour, les barbares disent « puisqu'on a le pouvoir, on va le prendre complètement ». D'où la fin de Rome. La fin de Rome. Et avec la fin de Rome, effectivement, ça en est fini c'est pour la prostitution. Les villes disparaissent. On va avoir une période médiévale qui va être terrifiante. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de police. Il faut faire attention de ne pas se faire voler, de ne pas se faire violer, de ne pas se faire tuer à tout moment. Oui. Il n'y a plus de structure. Et par contre, c'était resté un peu dans la Rome d'Orient, Byzance, qui a duré 1000 ans de plus que l'Empire romain, où là, la prostitution, à nouveau, sévit, mais dans les villes, partout, certains moines vont le dénoncer en disant que c'est un stupre dans toutes les villes, et il y a des tentatives de Justinien, l'empereur de Byzance, de corriger la prostitution, déjà. Et il va essayer de lutter contre les proxénètes, il va essayer de lutter contre la prostitution des jeunes enfants. Il échouera. Vous voyez, il y a donc c'est pas une mafia encore, c'est pas le mot, mais il y a une puissance colossale. Une notion de réseau. Des réseaux. Et donc, l'Empire, c'est 1000 ans après, il disparaît, mais dans les pays, en Europe, l'Église va peu à peu remonter, c'est autour des couvents et que va se refaire la société médiévale. Et quand les villes vont réapparaître, eh bien, la prostitution va revenir, avec concentration des hommes en manque, etc. Mais chez les Germains, la prostitution était interdite. Il y a plein de peuplades où la prostitution ou est inconnue ou est interdite, avec des châtiments terribles. Mais chez les Germains, il y avait quand même cette notion de la femme d'hospitalité pour le voyageur. Mais la première apparition historique d'un phénomène qu'on peut qualifier, si on fait la chronologie, la première apparition première trace historique qu'on a d'un phénomène qu'on peut qualifier au sens moderne de prostitution. Voilà. Donc c'est la Grèce antique, Périclès. Je croyais que c'était Chaldée, si seulement c'était. Ah oui, alors elle commence disons en Mésopotamie, oui, après elle va. Mais enfin c'est moins structuré, il n'y a pas cette organisation vraiment c'est le réglementarisme avant la date. D'ailleurs, Rome va s'inspirer de la Grèce et Napoléon en 1805, il va faire le réglementarisme. Copie la législation romaine. Donc, vous voyez, il y a un pont entre l'Antiquité et le XIXe siècle. Oui. Donc, on va voir au fil du Moyen-Âge, quand les villes reviennent, les ponts à péage, d'où le mot Bordeaux, parce que c'est les maisons au bord de l'eau. D'où la notion de Bordeaux. Et c'est les notions, évidemment, le Bordeaux, quand on passe d'un pont à un autre, on a des tavernes avec des prostituées. Donc, on profite des voyageurs pour les héberger, les faire manger, les faire boire, et leur proposer en prime c'est ce qu'on appelle l'hospitalité sexuelle. Voilà. Et à cette hospitalité sexuelle. Et là, c'est payant. Voilà, c'est payant. Mais payant, très peu, je vais citer le cas, parfois, c'est inclus dans le menu. Voilà. C'est inclus dans le menu. Et on va voir tout se développer. Alors, quand l'Église commence à prendre de l'importance, elle va essayer de lutter contre la prostitution. C'est condamné, évidemment, parce que disons que les rapports sexuels vont avec le mariage. Il y a une vision procréatrice. C'est l'épouse, c'est les enfants, mais là aussi, l'Église va se confronter à la dure réalité de gens qui n'ont pas de femmes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on passera et l'Église adoptera la politique du moindre mal. C'est la théorie du moindre mal. On va tolérer des choses un peu perverses pour sauver l'essentiel. Ce qu'on va retrouver au XIXe siècle avec Parent du Châtelet, qui était un homme important, politique, et qui réfléchissait là-dessus, et qui écrit un livre sur la prostitution dans la ville de Paris, et il va comparer ça, l'organisation de la prostitution, à la nécessité de la prostitution, parallèlement aux égouts
Donc, c'est la même chose. Il faut évacuer le stupre, les envies malsaines, parce qu'on ne pourra pas les contenir, et on risque, comme à l'époque grecque ou romaine, on risque d'attenter à la vertu des femmes honnêtes. Oui, il y a toujours cette notion. On a toujours ce côté-là. Il y a toujours cette notion qui est essentielle. Avec l'Église, avec le christianisme, on va avoir le péché qui va apparaître. Et donc, ça va donner à la prostitution, notamment, un côté vraiment très souillure. Hein. Oui. Donc, on va avoir la prostitution qui va se développer. Cette partie de l'humanité est souillée. Ce sont des femmes, comme on dit, de mauvaise vie. Et donc, eh bien, le stupre, ce qui est mauvais, va aller vers ce qui est déjà mauvais, considéré comme... c'est la marge. C'est la marge. Ce sont des femmes qui sont vraiment sacrifiées. Et donc, effectivement, et on le voit dans la morale bourgeoise du 19e, on le verra, une fille qui a fauté, ses parents la chassent et elle tombe en prostitution. Il y a cette vision, vraiment, la faute est définitive. Il y a le péché. Et donc, là, on va sentir cette chose-là qui va s'affirmer jusqu'au XXe siècle où les choses vont changer. Mais on va avoir ce poids qui va traîner tout au long de l'histoire du Moyen-Âge jusqu'au 19e, 20e. Et alors, on va voir le Moyen-Âge qui va avoir des moments, selon les souverains, Saint-Louis veut interdire la prostitution. Oui, il y en a qui sont vraiment très très durs. Voilà, parce que lui, il a une vision très chrétienne, très catholique, et puis il s'aperçoit que c'est très difficile. Puis il s'aperçoit aussi, quand il part en croisade, que derrière ces troupes, il y a des légions de prostituées. Oui. Pour que les soldats puissent... Et d'ailleurs, je crois que vous dites dans le livre que c'est aussi ce qui, chez Napoléon, avait justifié un durcissement. Est-ce que c'est lui, je crois, c'est Carnot. Qui lui écrit une lettre et qui lui dit les femmes en tête de nos à queue de nos armées nous font plus de morts que les balles de l'ennemi. Absolument. On a plus de gens qui meurent de la syphilis que des coups de flingue en face. Donc il faudrait faire un truc quand même là. Voilà, à l'époque, il n'y a pas de remède. Hein. Oui, donc c'est une hécatombe, effectivement. Mais il grossissait le trait ou c'est comment? Il grossissait le trait ou c'était une formule? Non, il y avait énormément, tous les témoignages concordent, énormément de filles qui étaient chassées, mais qui revenaient. Ah oui. Parce que les troupes les chassaient, mais elles revenaient à la charge, organisées par des proxénètes de l'époque, parce que c'est rentable. On va le retrouver en 14-18. On organisera des bordels sur le front. Oui. Clémenceau disait qu'il voulait que les soldats soient alimentés en prostituées, en tabac, en pinard et en alcool. J'ai trouvé d'ailleurs que la distinction entre pinard et alcool était assez drôle. Oui, parce que le pinard, c'était un pinard bas de gamme, on en buvait beaucoup, et l'alcool, c'était au moment de monter à l'attaque. Ouais. Un bon coup d'ognole, les gars, ils montaient à l'attaque, ils avaient moins peur. Donc, les femmes, le pinard, la bouffe et l'alcool. Voilà. Tout ça mis sur le même plan. Et on voit d'ailleurs, il y avait à l'arrière... il y avait des prostituées à l'arrière, des prostituées dans des coins quand les gens revenaient au pays en permission, et sur le front, des cahutes qu'on va retrouver. Donc on voit une organisation, il y a toujours une organisation derrière. C'est pas les nanas qui vont d'elles-mêmes aller sur le front, il faut organiser tout ça. Et l'organisation, on la verra tout le temps. Et donc on va voir le Moyen-Âge, comme on disait, avec certains souverains qui vont lutter, mais qui diront... Et puis on verra aussi que l'Église qui dit lutter organise quelquefois la prostitution à son avantage. Comment, on dit que par exemple, avec des taxes sur certaines maisons closes, qui permettront par exemple de financer certaines églises, certains édifices. Et donc, tout le monde va tremper là-dedans. On le trouve aussi dans les érocentères aujourd'hui en Allemagne, où derrière les gens qui possèdent les actions de certains érocentères, qui sont quelquefois colossaux, puisqu'on a des érocentères, il y a 200 pensionnaires. C'est une usine. Eh bien, on trouve des gens, des politiques très haut placés, on trouve des gens très moraux dans leur vie quotidienne, mais qui sont actionnaires du bordel. Donc, vous voyez, c'est toujours... Il y a l'apparence qu'on va retrouver au 19e avec les grands bourgeois et qui sont décorés, la morale avant tout, mais ils vont au bordel. On le voit en Angleterre, l'époque victorienne. Les bourgeois victoriens, très bardés de morale, mais beaucoup d'entre eux font des compétitions pour déflorer le maximum de jeunes vierges dans l'année. Et il y a un témoignage d'un de ces gens-là qui dit « J'ai défloré 80 jeunes fillettes cette année ». Mais à côté de ça, rigoureux. Ouais. Donc on voit toujours cette double face. Voilà.
qui est un peu... On est dans le sordide. C'est très hypocrite, oui. Ah oui, l'hypocrisie, naturellement. Au cours de la période médiévale et avec l'expansion de l'Église catholique, cette pratique était considérée comme un péché pour les chrétiens. Les travailleuses du sexe étaient obligées de donner une partie de leurs bénéfices au clergé, une loi instituée par le pape Clément II, 1046-1047. Parallèlement, les prostituées étaient considérées comme impures et pécheresses. Au Moyen-Âge, les hommes ne pouvaient pas éprouver de plaisir sexuel et les relations sexuelles avec leurs épouses avaient une finalité exclusivement procréatrice. Dans cette logique, l'être humain était divisé en deux catégories, la raison et l'esprit qui appartenaient aux hommes et le corps et la chair qui appartenaient aux femmes. L'image de la femme oscille entre deux extrêmes, celui d'Ève séductrice et provocatrice et celui de Marie, rédemptrice et virginale. La femme n'était louée que comme une bonne mère et une bonne épouse, qualité qu'un homme attendait de la future génitrice de ses héritiers. Malgré la répression dont les prostituées font l'objet, l'Église, au Moyen-Âge, a trouvé dans la prostitution un moyen d'éloigner les hommes des jeunes filles chrétiennes et de contrôler leurs pulsions sexuelles. Au Moyen-Âge, la prostitution était considérée comme un mal nécessaire. Après tout, la prostitution était un moyen pratique qui permettait aux jeunes gens de toute classe d'affirmer leur masculinité et de satisfaire leurs besoins sexuels tout en les empêchant d'approcher des épouses et des filles respectables, en diminuant leur envie de participer à des bandes de viol et en les décourageant de pratiquer l'homosexualité. Et on va voir comment chaque régime va essayer d'organiser la prostitution. Et on va le voir après le Moyen-Âge. Bon, justement, on y est là, au Moyen-Âge. On va le voir au XVe, XVIe siècle. On va voir la suite. Oui. Effectivement, ça ne bougera pas. Ça sera toujours le réglementarisme. Même pendant les trois périodes du Moyen-Âge, ça reste relativement jusqu'à la Renaissance. Oui, jusqu'à la Renaissance. Où ça compte. Et puis, alors, à partir de la Renaissance, on va avoir des soubresauts. On va voir, par exemple, au XVIIe, à certains moments, Louis XIV va essayer de resserrer la vis, parce qu'il est... Il fend les nez et les oreilles, lui, je crois. Voilà, alors ça, c'est le mot, quand on dit couper le nez et les oreilles, c'est les fendre. Oui, c'est les fendre, oui. Mais parfois, c'est la fleur, disons, sur l'épaule, avec un fer rougi, marqué P ou M, ma querelle, ou P, putain. Donc, alors Louis XIV, à un moment, parce qu'il est travaillé aussi par la maintenant sa maîtresse, qui est très bigote, bien qu'elle soit la petite fille du protestant célèbre Agrippa d'Aubigné. Elle a tourné Kazakh pour aller dans le lit du roi, mais enfin, c'est pas de problème. Et Louis XIV sera vraiment très... Il essaiera. Après Louis XV, la Régence et tout, au contraire, c'est... Là, oui, on passe... Alors, on connaît souvent les mœurs de la Régence, les petites maisons, etc. On parle moins de la prostitution de rue, mais qui existe aussi, la prostitution de bas de gamme. On va la trouver au Palais Royal aussi, avant la Révolution. Je crois que c'est là que vous dites que c'est catastrophique. Je crois qu'il dit sur 30 000 prostituées actives à Paris, il y en a 10 000 de vérolées. Ah oui. Une chance sur 3. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Oui. Alors on applique des méthodes qui ne donnent rien. Donc la vérole se répand de façon... Et on le verra jusqu'au XIe siècle où Maupassant sera vérolé, comme Baudelaire, comme bien d'autres, comme Daudet. Tous les trois, ils mourront de la vérole. Comme Lénine. Lénine mourra de la syphilis aussi. Et qu'il a attrapé dans un bordel, dit la légende, dans un bordel du 19e arrondissement, en allant rendre visite à son gendre Lafargue, l'éloge de la paresse. Et on voit ce côté-là, donc, une prostitution vraiment autour du Palais Royal, extraordinaire. Oui, parce que la Renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Voilà. Alors est-ce que cette redécouverte de l'Antiquité, comment est-ce que cette redécouverte de l'Antiquité change le rapport qu'on a à la prostitution ? Alors, non, il ne change pas. Disons qu'on a plutôt une liberté sexuelle qui va s'opérer au niveau des gens qui laisseront des traces. Le petit peuple, il se débrouillera avec sa prostitution, ou quand il a une épouse, avec son épouse. Mais on va voir fleurir beaucoup plus le culte de l'éros, le culte, on va avoir, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, on va avoir des auteurs qui vont être libertins, qui vont... des trucs extraordinaires. Et pourquoi l'Église, à ce moment-là, ne condamne plus ? L'Église continue à condamner, mais elle se sent impuissante. Elle le fait. Il y a quand même un essor, le siècle des Lumières, etc. Il y a quand même un développement
du besoin de liberté. On voit déjà les esprits critiques comme Montaigne, Montaigne qui dit la sorcellerie, non, ce sont des femmes malades, c'est une hérésie que de les brûler, etc. Donc on va voir des gens qui vont ouvrir les yeux et combattre l'Église, certains au XVIIe siècle, comme Claude le Petit, un poète qui dénonce des trucs très durs sur l'Église, sur la cour royale et tout, il sera brûlé vif quand même, jusqu'au XVIIe, 1660. Mais peu à peu, il y a un besoin philosophique, les Lumières, qui va arriver à la Révolution. Mais jusque-là, la prostitution de rue est omniprésente. Et la prostitution, pour les classes dirigeantes, est plutôt dans des hôtels particuliers, la Gourdan, etc., ou hors Paris, dans de petites maisons, où là, c'est très chez Casanova, on parle abondamment. Casanova qui était un libertin, mais aussi qui fréquentait les bordels. Il en parle souvent dans la mémoire de ma vie. Et on voit donc... C'est un accompagnement permanent entre la basse prostitution au Palais Royal, dans les rues adjacentes. Certains témoins de l'époque disent « c'est effarant, les rues adjacentes sont pleines de petits garçons et de petites filles ». Il y a des mères qui amènent leurs enfants pour les prostituer et qui les reprennent le soir après la soirée de prostitution. Donc on voit ça, et puis on voit évidemment cette prostitution de luxe à laquelle vont... on va parler Mirabeau, en Italie, Laretin, Baffo, en Espagne, d'autres écrivains. Donc on va voir là apparaître une prostitution peu à peu littéraire et picturale, on peindra les courtisanes, etc. Mais donc c'est très intéressant. Et puis le passage au 19e, au 20e, au 19e siècle, après la Révolution. Alors, sur la période de la Révolution... Oui. Il y a un avant et un après la terreur, c'est ça ? Ah voilà, là, sous la terreur, évidemment, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on ferme tout ça est contrôlé. Et puis la guillotine fonctionne bien, donc il faut faire attention. Et une fois que c'est terminé, alors là, la prostitution explose. Là, elle va éclater. Elle va éclater parce que... Et avec ça apparaît un peu le réseau, c'est ça ? Ah oui, là, disons, mais il y a toujours eu des réseaux. Alors à l'époque, c'est pas les maquereaux, au 18e, c'est les greluchons. Les greluchons. Les greluchons. C'est une belle insulte, ça. Espèce de greluchons. Les greluchons, c'était les maquereaux de l'époque. Ouais. On trouve des échos dans certains livres, dans Manon Lescaut. Des Grieux est un proxénète. Manon est une prostituée. Et donc, on voit très bien, d'ailleurs, il y a un dialogue passionnant où elle parle à son frère, elle se prostitue, et pour son greluchon et pour son frère. Elle dit, je vais vous établir, vous n'aurez pas à vous plaindre, je vais bien vous établir. Donc, et on voit Des Grieux, en fait, qui se parle, il est noble, mais c'est un proxénète. C'est le cas de Manon Lescaut, jeune femme d'origine non noble, très belle, qui est cupide, avide d'argent, attirée par les divertissements. Ce qui en fait une courtisane, en d'autres termes, une femme qui se fait entretenir par des hommes riches. Si elle mène une vie de luxe à Paris, elle sera finalement bannie et déportée en Amérique, avant de mourir d'épuisement au milieu d'un désert. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Manon est un personnage qui n'est pas dénué de défauts. Elle se montre égoïste, opportuniste, c'est-à-dire qu'elle tire parti des circonstances, impulsive et bien sûr infidèle. Quelque part, ce sont toutes ces imperfections qui la rendent humaine et intéressante. Elle apparaît aussi comme une jeune femme à qui l'on peut pardonner certaines erreurs du fait de sa jeunesse, de son inexpérience. Elle peut sembler touchante, victime du destin ou d'une société corrompue, autrement dit pervertie par l'argent, très inégalitaire puisque cette société n'offre des privilèges qu'aux personnes riches. Des Grieux, quant à lui, est un jeune noble au physique agréable qui se destine à devenir chevalier de l'ordre de Malte. Sur le papier, si j'ose dire, il est donc un personnage très convenable qui a toute sa place dans la société de l'époque. Jusqu'à ce qu'il rencontre Manon et que sa vie bascule. Il devient un homme passionné, prêt à tout pour sa belle. C'est donc la passion qui le fait passer du statut d'homme rangé à celui de personnage en marge. En effet, Des Grieux s'éloigne de sa famille. Il abandonne ses études ecclésiastiques. Il se met à tricher aux cartes et à escroquer des personnes aisées. Il trahit ses proches, notamment son ami Tiberge, qui lui est pourtant très fidèle. Il en vient même à organiser sa propre évasion de prison, ainsi que celle de Manon, et à tuer un homme. D'ailleurs, il en blessera un autre en Amérique, à la suite d'un duel.
Finalement, Des-Grieux commet donc plusieurs transgressions. La transgression familiale, la transgression morale et sociale, et enfin une transgression pénale en commettant des actes graves, illégaux, passibles de sanctions. Un autre personnage en marge, il s'agit de Lescaut, le frère de Manon. Il est un escroc et fait entrer Des-Grieux dans la Ligue de l'Industrie, une association de tricheurs spécialisée dans les jeux de cartes. Enfin, Lescaut n'hésite pas à prostituer sa sœur pour s'enrichir. Après, la Révolution est très pudibonde. Là, Robespierre veut tarir tout ça. Il propose, pour les filles qui vont quitter la prostitution, de les convertir en leur lisant des textes révolutionnaires, en leur faisant écouter des chansons révolutionnaires. On dirait un truc du Parti Socialiste. On est un peu là, on est un peu dans cette utopie. Et donc, on verra que ça ne marche pas. Et Napoléon prendra le pouvoir. Et lui, il va être toujours pragmatique, comme les latins. Et il va instaurer le réglementarisme. Le réglementarisme qui durera jusqu'à Marthe Richard, 1946. 46, ouais. Et donc, organiser les bordels. Il faut enfermer, qu'on ne voit pas ce qui est mal. Enfermons, cachons ce qui n'est pas bien. D'où la chasse aux insoumises. Les filles, on appelle les prostituées, les filles soumises. Soumises à la loi. Elles ont des carnets de santé qu'elles doivent faire viser régulièrement. Les insoumises, c'est la chasse, parce qu'on les voit. C'est embêtant, il ne faut pas voir, il faut enfermer. D'où les maisons closes. D'où le mot maison close, où n'entre pas qui veut. Même si on ne peut pas entrer dans une maison close. Il faut d'abord, une femme ne peut pas entrer, un enfant non plus. Premier point. On peut entrer si on est un homme, bien sûr, mais il faut voir, vous avez une Maquerelle à Lantier ou une sœur, on appelle parfois les sœurs portières ou les portières, et qui vont vérifier si le prétendant, le client, a l'âge. Sinon, il sera refoulé, parce qu'il pourrait avoir des problèmes avec la police. Et donc, ces maisons closes qui sont illuminées avec des numéros éclairés et donc, tout le monde connaît. Remarquez, à Rome, il y avait aussi... Une lampe. Il y avait des lampes ou même des vies sculptées sur la porte. Et même, on avait des chemins pour aller à tel bordel avec des petits... des pas avec disons des sexes qui montraient la direction pour aller trouver le bordel. Donc Rome est organisé, on imite un petit peu. Mais le code civil vient de Rome, tout vient de Rome dans l'organisation. Et donc la prostitution, pareil. Et Napoléon va instaurer. Et donc on verra se développer, on le voit à Paris, tout au long du 19e, les bordels. Alors on aura là aussi des catégories de prostituées selon la clientèle. Alors il y aura les bordels dans les quartiers militaires, dans le 15e par exemple, l'école militaire, où il y a des casernes avec beaucoup de soldats. Là, il va y avoir une prostitution pas chère pour ces soldats qui n'ont pas grand-chose, une petite solde misérable. Les bordels seront plus luxueux dans les quartiers chics, dans les quartiers bourgeois. Et on aura des prostitutions misérables dans les banlieues, sur la ceinture, maintenant les grands boulevards. Mais sur la ceinture, on voit il n'y a pas de bordel, les prostituées, c'est dans des cahutes, même les pierreuses. Pourquoi les pierreuses ? Parce qu'elles se font forniquer à même le sol, à même la pierre, dans les carrières. Ah oui, il faut voir. Donc on a là aussi, selon les strates sociales, on a le bas de gamme, le haut de gamme, etc., comme on va retrouver aujourd'hui, pareillement. Enfin, maintenant, on en reparlera, c'est autre chose. Mais on avait pareillement, dans les années 60, la position haut de gamme à la Madeleine, sur les Champs-Élysées, les Amazones dont on parlait. Et puis, on avait des positions dans le 18e à Barbès, les maisons d'abattage. Où là, les prix étaient très bas, mais compensés par la quantité. On voit des filles d'abattage qui étaient condamnées pour les punir. Elles s'étaient révoltées, on les mettait à l'abattage. Pendant, selon le proxénète, disait 8 jours, 15 jours, un mois. Et là, c'était des fréquences terrifiantes. Il y a une fille qui racontait, je ne sais plus si c'est Simonin qui en parle ou un autre, elle avait fait un soir 120 clients dans la soirée. 120 clients. C'est l'horreur. Et tout était minutié. 5 minutes, paiement compris. Donc ça voulait dire... Et aussitôt, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte. Et il y avait des pervers, je le cite dans le livre, il y avait des pervers, un couple de pervers, qui venaient voir, ils s'asseyaient, ils venaient voir le manège qui montait, qui descendait. Et la femme avait pris goût, elle s'était accoquinée avec le taulier pour faire partie des prostituées qui montaient, qui descendaient. Et le mari était là, et ça le faisait bander de voir ça. Ça c'est sûr qu'on pourrait... La transgression est aussi... Oui, la transgression. Voilà, est érotique, voilà. Voilà, et on va voir, il y a tout
Le 19e est passionnant parce que le proxénétisme grandit. Et là aussi, j'en parle, le nom des proxénètes, les réseaux de proxénètes commencent à s'installer. Alors à l'époque, c'est les prostituées, c'est pas des étrangères, c'est plutôt les prostituées des campagnes. C'est-à-dire que des prostituées un peu naïves, des filles naïves qui viennent chercher fortune à Paris, et elles sont accueillies. Il y avait des gens qui attendaient à Montparnasse, c'est les filles qui arrivaient de Bretagne, par exemple, ou qui arrivaient du Languedoc. Surtout quand il y a des crises viticoles ou des crises qui amènent des gens à venir chercher du travail. Et hop, promesses, on les entortille, et après, elles se retrouvent dans un bordel, elles ne connaissent personne. Et donc, on voit une clientèle prostituée, j'en parle aussi dans la deuxième partie, qui viennent surtout de la campagne et des lieux où il y a des crises viticoles ou des crises minières, etc. Donc, on voit des acheminements de prostituées selon les régions françaises. On n'est pas encore dans les voyages à l'étranger. On le verra un peu plus tard, évidemment, avec la prostitution qui va partir vers les colonies, comme on disait, vers l'Algérie, vers l'Indochine, vers l'Afrique noire. Il y aura des prostituées. Avec le développement de l'Empire. Voilà, qui sont très goûtées. Ou en Argentine, parce que les prostituées françaises sont très bien considérées. On estime que les Françaises sont les championnes de l'amour. Mais vous savez que ça restera cette image-là. Moi, je n'ai jamais constaté une différence entre avoir une relation avec une femme française ou une femme allemande. Oui. Bon. Mais Hitler se souviendra de ça et voudra organiser que la France devienne le bordel de l'Europe. Le lupanar de l'Europe. Parce que dans sa tête, la française est une pute, fondamentalement. C'est très, très intéressant. Et cette vision, elle est partagée dans beaucoup de monde. Pensant à la française est une pute, réelle ou potentielle. Donc on va voir que souvent dans la prostitution, il y a des légendes qui courent, qui finissent par devenir des réalités ou présentées comme des réalités. Alors avant d'en arriver justement à l'occupation, qui est une période assez surprenante d'ailleurs, là on en est à Napoléon. Et donc Napoléon, lui, qui voit les ravages que ça a fait dans l'armée. Et comment est-ce que, après cette période post-terreur où la prostitution réexplose, qu'est-ce qui se passe à partir du Premier Empire jusqu'à, on va dire, la période industrielle, quoi. Comment c'est géré sous l'Empire et la Restauration? Ça va continuer et ça va s'aiguiser quand le capitalisme va se développer. Oui. Et là, effectivement, on va avoir une prostitution bas de gamme pour les déracinés qui vont aller à Paris travailler. Mais il y en avait déjà une de prostitution bas de gamme. Oui, bien sûr. Mais là, on va augmenter, on va avoir des contingents beaucoup plus importants. Quand ces masses de paysans appauvris viennent à Paris travailler dans l'industrie, que le capitalisme favorise tout ça, bien sûr, eh bien, il faut des prostituées pour ces gens, les travailleurs qui arrivent, qui n'ont pas de femmes, qui n'ont rien. On va développer, la prostitution va augmenter, va devenir beaucoup plus importante à cause de cette clientèle qui arrive. Et on va avoir une prostitution florissante sous le second. Et moralement jugée comment, comparé au tabou napoléonien? Je ne sais pas si Napoléon n'a pas de tabou. Napoléon avait surtout des problèmes par rapport à son armée. Oui. C'est ça surtout qui l'intéressait. Le reste, c'était une organisation de l'État, tout simplement. Mais ça le gênait quand son armée était décimée par la maladie. C'est ça qui l'intéressait. Alors au XIXe siècle, après, il y aura quelques médicaments qui vont essayer de lutter, mais qui sont parfois pires que la maladie, avec le mercure qui fait tomber les dents, vraiment, les bains de mercure et tout, mais c'est pire que tout. Hein. Mais le monde est vérolé. Maupassant, une parole historique, Maupassant mourra aussi, il deviendra fou à cause de la syphilis. Et Baudelaire, je le disais tout à l'heure, à la fin de sa vie, ne pourra plus parler. Il n'aura plus qu'un juron. Sur les derniers mois de sa vie, il ne pourra dire que crénon. C'est le seul mot qu'il peut employer. Il est devenu. Daudet mourra peu à peu. Alphonse Daudet, le comte de Montmoulin, il est vérolé jusqu'à l'os. Et donc on a effectivement cette contamination, et la prostitution sous le 19e est omniprésente. Sous l'Empire, on voit très bien d'ailleurs les écrivains qui vont aborder le thème de la prostituée. C'est Nana de Zola, mais c'est aussi plein d'autres écrivains. C'est Huysmans avec Marthe, c'est Maupassant avec la Maison Tellier, c'est Jean Lorrain, etc., etc. On va avoir une omniprésence et la prostitution va devenir un thème littéraire.
Donc, elle est dans les mœurs, et la prostitution devient quelque chose de normal, C'est à partir de la fin du 19e siècle que Paris s'est véritablement imposé comme la ville la plus romantique. Pour se remettre dans le contexte, disons qu'à l'époque la France est un empire et que les rouflaquettes sont à la mode. Il y a surtout une grande différence avec aujourd'hui. À l'époque, le couple marié n'est pas le lieu du plaisir charnel. Si une épouse destinée à être honnête sort de son rôle, si elle se conduit en maîtresse amoureuse de son mari et cherche à provoquer son désir, elle s'attire le mépris de celui-ci. Pour éviter que cela n'arrive, les hommes vont alors avoir largement recours aux asphalteuses, aux lorettes, aux pierreuses, bref, vous l'aurez compris, aux prostituées. On est effectivement dans cette division des femmes entre les putains et les mères. Et donc, il y a une partie des femmes qui doivent être des anges du foyer. Et quand je dis ange, se pose la question, les anges ont-ils un sexe, qu'il faut respecter, qu'il faut choyer, mais qu'il faut limite traiter comme une jolie poupée. Et les prostituées ou les femmes de plaisir, puisque ça va être en fait pas seulement des prostituées dans notre sens à nous, mais toutes les femmes qui ont une vie sexuelle en dehors du mariage, qui sont, elles, les femmes avec qui on va vivre le plaisir sexuel, mais aussi la passion amoureuse. Avec nos repères d'aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre à quel point la prostitution était présente dans la société. 20% des hommes nés entre 1922 et 1925 connaissaient leur premier rapport sexuel avec une prostituée. Un chiffre qui diminue ensuite pour atteindre 0% en 1970. Au XXe siècle, il était donc tout aussi commun de se faire dépuceler par une prostituée qu'il l'est pour les jeunes de 2017 de consommer du cannabis dans le mois. Quand vous êtes dans un milieu entre hommes, c'est-à-dire entre amis ou entre hommes issus du même milieu professionnel, c'est bien vu de venir en soirée accompagné d'une prostituée. Un homme qui va rentrer dans un restaurant à la fin du 19e siècle accompagné de Liane de Pougy, qui est une grande courtisane de la Belle Époque, il est applaudi, en fait. Et c'est là tout ce jeu qui se fait entre hommes avec la fréquentation des prostituées. C'est pas uniquement des capacités sexuelles, c'est la capacité à se montrer avec telle ou telle femme. Dès la fin du 19e siècle, des guides du routard de la prostitution parisienne apparaissent. Paris écope d'un nouveau surnom, le bordel de l'Europe. Ces publications sortent principalement lorsqu'il y a des expositions universelles à Paris, donc des grands événements qui vont faire se concentrer une masse importante de voyageurs, et d'autre part que ces livres sont publiés en français, mais aussi en différentes langues, principalement allemand, anglais, espagnol, et j'ai trouvé aussi des guides italiens. Sur la période, le nombre de prostituées parisiennes explose. On en comptait 2650 officielles en 1878, 6000 en 1900, sans compter toutes celles qui n'étaient pas répertoriées. Et donc, ça va durer jusqu'à la guerre de 14. Et la guerre de 14, justement, va tout changer. Va changer de façon, une organisation au front, le repos du guerrier à l'arrière. Après la Deuxième Guerre, on continue, l'entre-deux-guerres va continuer. L'ambiance du 19e. Alors là, c'est la grande période des grandes maisons alors, les maisons à Paris, les alors, années 20, voilà, les grandes maisons, il y a les maisons haut de gamme, dont on verra que fréquente le Chabanais, que fréquente le roi d'Angleterre, le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. On va avoir pareillement dans l'entre-deux-guerres le Sphinx, etc. Le One-Two-Two, les grands établissements. Les grands établissements. Là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ah, mais ça est fréquenté. Et c'est à la mode. Fréquenter le One-Two-Two, on voit les grands acteurs qui y sont, on voit les hommes politiques, on voit tout le monde. Mais est-ce qu'on y va uniquement pour ça, ou on y va aussi parce que c'est un lieu où il faut se faire voir? Voilà, c'est aussi une grande maison où tout le Paris est, quoi. C'est bordel côté, haut de gamme. On s'y montre pour montrer qu'on est affranchi aussi. Oui. Et puis on sait qu'on va trouver quand même des gens connus. On va voir Rému, on va voir des gens comme ça, des artistes, etc. Mais tous les gens qui sont là ne viennent pas, ils viennent pour l'ambiance. Une ambiance coquine, une ambiance où on regarde les autres monter, on voit il y a ce côté. Puis on les regarde parfois directement avec les petits trous d'épingle dans les rideaux. Alors ça, c'est les voyeurs, effectivement, ou même il y a une organisation dans la prostitution de cette époque, où les filles sachant que les voyeurs vont venir, elles connaissent quel type de voyeurs vont venir. Il y a des voyeurs qui
aiment bien qu'il y ait des étrangers qui arrivent. Et donc, on va trouver des étrangers parfois dans la rue qu'on fait monter pour que les voyeurs se satisfassent de ce spectacle qu'ils voient. Et ils paient, ils ne consomment pas, ils viennent voir. Et donc, on va le retrouver dans certaines boîtes actuelles, mais on va le trouver aussi dans les boîtes qu'on trouvait dans les rues Saint-Denis, où on pouvait voir les pipe shows. Pareil, où on venait voir, et voilà, avec la pièce qu'on mettait pour que le rideau s'ouvre, et puis avant qu'il se referme, on mettait une autre pièce, etc. Mais il y a ce côté voyeurisme qui est très important, et on va le voir tout au long du 19e. Avec des spécifique à cette époque ? Non, mais là, ça se développe considérablement. Au 19e et au 20e. Donc, parce qu'on a des clientèles qui demandent de plus en plus. C'est pas la clientèle. D'ailleurs, certaines prostituées disent, finalement, plus ils sont bourgeois, plus ils sont pervers. Quand j'ai une relation sexuelle avec un ouvrier, il n'y a aucun problème. C'est juste un soulagement. Avec un bourgeois, c'est plus compliqué. Il aime des fois, il a envie de me frapper, il a des méthodes perverses. Donc il y a ce côté, et certains disent, avec l'enrichissement, arrivent les perversions. Et donc là, on en arrive à une période assez sombre, qui est la période du régime de Vichy. D'ailleurs, il y avait un excellent livre que vous avez peut-être lu de Patrick Buisson, qui s'appelait Vichy, année érotique, où il démontrait, même si la thèse est un petit peu extrême pour marquer le propos, que la société d'après-guerre serait moins libérale au sens de la sexualité que celle du régime de Vichy. Mais pourtant, Vichy, c'est vraiment la période de la prostitution reine à Paris. Disons que c'est la suite. L'occupant allemand, va, récupérer les bordels. Là aussi, il va y avoir des bordels pour la troupe, des bordels pour les officiers. Ah, c'est l'administration allemande qui gère les bordels. Vichy est apparemment gère, mais Vichy n'est qu'un pantin. Sur ce sujet comme sur les autres, voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que de voir subitement la clientèle change. Parce que l'Allemand l'occupant allemand, ne veut pas qu'il y ait d'autres clientèles. Donc on va avoir, comme je vous disais, ces bordels pour la troupe, pour les officiers, pour les super-officiers. Pourquoi c'est bon pour les affaires, plus il y a de clients. Non, parce qu'il y a quand même... Alors, il y a aussi une chose que font les Allemands, c'est qu'ils préfèrent que les soldats allemands aient des relations avec les prostituées qu'avec des femmes de France, parce qu'il y aura moins... les prostituées, c'est leur métier. Il y aura moins de confidences qui puissent traverser et nuire à l'armée allemande. On ne peut pas tomber sur une résistante. Voilà, il y a beaucoup moins de chances. Et donc, là, c'est des professionnels. Donc, on prône ce commerce amoureux avec des professionnels pour éviter la dilapidation de secrets. D'accord. Puis, voilà. Alors, il y a ce côté-là. Et on voit très bien que peu à peu, le one-to-two, va devenir un bordel allemand. Le Einswei, non? Voilà. Pas ça. Alors, il y en a d'autres. Il y a eu un livre qui est sorti qui donne toute la liste des bordels allemands, enfin, des bordels français devenus, ont été germanisés. Il y en a pas mal. Et donc, le one-to-two, et là, on a aussi des bordels qui deviennent des bordels de la Gestapo, fréquentés par la Gestapo. La bande à Bonny-Lafont, à la rue de Lauriston. Donc, on a des bordels où on va rencontrer la fine fleur de la collaboration, soldats officiellement, de la Gestapo, miliciens, etc., etc. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, à la Libération, Marthe Richard, qui a été une prostituée, mais qui va demander qu'on passe du réglementarisme à l'abolitionnisme, c'est aussi parce qu'il y a eu ce précédent de la guerre, de l'occupation, où les bordels sont devenus des lieux de prostitution allemands. Et donc, pour faire passer à tous ces proxénètes qui ont changé de clientèle, on va passer à l'abolitionnisme. Mais c'est un combat qui est très ancien, l'abolitionnisme. Il date du XIXe siècle, avec Joséphine Butler, une Anglaise qui s'est battue pendant des années, qui a été moquée et tout ça. Le réglementarisme, c'est l'enfermement. L'abolitionnisme, c'est l'abolition du réglementarisme. Et l'abolitionnisme, la prostitution n'est pas interdite. C'est-à-dire qu'on peut se prostituer, c'est pas interdit. Dans le prohibitionnisme, la prostitution est interdite. Il y a beaucoup de pays prohibitionnistes où la prostitution est florissante. Ça, c'est encore la façade et la réalité. Mais dans l'abolitionnisme, il n'y a pas d'enfermement, théoriquement, et les prostituées peuvent s'en sortir, tout ça très théoriquement.
Mais en même temps, le proxénétisme ne disparaît pas. Et on voit le lendemain de la libération, les prostituées, les bordels ferment. Que font les proxénètes? Eh bien, ils récupèrent les prostituées, ils les envoient dans les colonies. Ouais. Voilà, il y a donc récupération toujours. La victime est recyclée. Ou alors on va louer des studios et on va opérer autrement, ou dans des hôtels de passe, etc. etc. Alors, c'est ça qui donnera justement le passage de la maison close à l'hôtel de passe. Voilà, parce que les maisons closes sont interdites, elles ferment. Alors pendant un certain temps, certaines maisons closes seront tolérées, avec Madame Billy, des gens comme ça, parce qu'il y a des protections. Pareillement, on va avoir dans le 18e des maisons d'abattage, dans le quartier de la rue de la Goutte d'Or et tout ça. Mais là aussi, il y a des protections, il y a des hommes politiques, etc. Il y a même des hommes politiques qui sont propriétaires de certains hôtels de passe, d'abattage. Donc là, on va avoir effectivement une prostitution. Officiellement, les maisons closes sont fermées, ont disparu. Pour une fois... Donc là, on est à quelle année là? On est après 46. On est après 46. Ça ne se fera pas tout de suite. D'abord, on fermera les grandes maisons, puis les moyennes maisons, puis les petites maisons, etc. Donc, il y aura un calendrier. Mais en réalité, il y a un recyclage. On passe des maisons closes aux hôtels de passe, puis aux studios. Au studio qui appartient au proxénète, mais soi-disant, c'est la prostituée qui gère son truc. On se préoccupe toujours de dire que c'est la prostituée qui gère elle-même son fonds de commerce. Oui. En réalité... il y a des gars qui organisent tout ça. Et donc, cette période-là va aboutir après en 49, parce qu'un peu partout dans le monde, il y a des... si vous voulez, ça a été pareil en Asie. Les Japonais, quand ils ont mené leur guerre, avaient enlevé des filles en Corée, en Chine, pour en faire des accompagnatrices de la troupe. Donc, partout, les femmes ont été utilisées comme chair pour satisfaire les soldats. Et donc, en 49, il y a un tournant. Il y a donc un accord pour, justement, interdire la traite des enfants, la traite des femmes et tout ça. Et qui s'appelle la Convention... La Convention de 49, j'ai oublié le nom. Cette convention sera signée par beaucoup de pays. La France mettra un peu de temps à la signer. Et je crois qu'elle la signe qu'en 62, si je ne m'abuse. Mais on va changer de règles. C'est-à-dire que les mœurs changeant, eh bien, c'est plus les Françaises qu'on exporte, on va importer des prostituées qui viennent, avec la déconfiture de l'URSS, elles vont venir du pays de l'Est, où la vie est très difficile, et avec on fait miroiter des possibilités de travail en Europe. Rien n'a changé. Les plus naïves croient qu'elles vont devenir chanteuses, danseuses, et en fait, beaucoup de prostituées laissent, à ce moment-là, alimentent la prostitution en Europe. Puis, ça sera la prostitution du tiers-monde. Sud-Est, asiatique, Amérique latine, Afrique. Et on va avoir un changement de prostitution. On n'exporte plus, on importe. Et là, les mafias vont fournir en abondance. En abondance. Avec la complicité, ce sont des filles pauvres, bien souvent. Les parents, parfois dupés, croient que leur fille va s'en sortir, elles vont trouver un boulot. En fait, elles sont vendues à un bordel. Ou parfois les vendent. Des parents qui ne veulent plus nourrir leur famille vont vendre une des filles pour nourrir les autres. Et donc, l'Occident, lui, sera quand même le consommateur de tout ça. Et on va abonder, on va avoir un rajeunissement de la prostitution. Un rajeunissement considérable. Auparavant, c'était des adultes, puisqu'on c'était interdit de prostituer une mineure. Alors, on maquillait, il y avait les faux pois, ce qu'on appelait les faux pois. On habillait des femmes adultes en petites filles, avec des soquettes, avec des petites mini-jupes, avec des cerceaux. Alors, il y avait des vieux clients qui étaient friands de ça, et qui les pourchassaient. Il y a des scènes que racontent certains clients. Elle faisait semblant de s'enfuir avec son petit seau, comme si un petit seau de sable. Et les gars, ça les excitait. Et ils forniquaient, ils les violaient. Enfin, ils ne violaient pas, c'était violé. C'était des filles qui avaient parfois 25 ans, qui jouaient aux minettes, aux petites filles. Voilà. Mais après, on a remplacé les faux pois par des vrais mineurs. Et maintenant, énormément de mineurs camouflés. Et alors, avec la prostitution en chambre, maintenant, les réseaux par Internet, la prostitution de rue a disparu, a changé de lieu. Avec Airbnb, il y a des déplacements dans les hôtels et tout. Et puis, à domicile, sur les écrans, on fait la réclame sur l'écran et on a des prostituées, souvent mineures, qui vont opérer
et qui vont trouver une clientèle. La clientèle a changé pratiquement. Dans Paris, la rue Saint-Denis, qui a été une rue pendant des siècles florissante, il n'y a plus de prostituées. Et des tas d'endroits qui étaient fertiles, des lieux de prostitution connus depuis très longtemps, ont disparu. La prostitution s'est cachée maintenant. Le grand rêve de la prostitution pendant des siècles étant fait arriver, la prostitution n'est plus visible. Elle est sur les écrans. Alors quand on connaît, on peut voir ce qu'on veut sur les écrans, les pires turpitudes. Mais effectivement, elle est plus visible dans la rue. Mais il y a ce rajeunissement qui touche vraiment tous les pays d'Europe. On voit les pays d'Europe, quand on étudie un peu ça, on s'aperçoit que les autochtones, comme on dit, sont mineurs, sont minoritaires. Elles sont 10%, 15%. Le reste, c'est une prostitution importée depuis l'Est, l'Afrique. On le voit très bien par le Nigeria, avec des mafias nigérianes qui organisent le départ de la prostitution du Nigeria pour l'amener en Europe, et des mafias en Europe qui les placent et les organisent et les surveillent. Avec, là aussi, un côté magique, puisqu'on fait cérémonie vaudou pour leur donner un sort à certaines prostituées nigérianes, avec une crainte que si elles échappent, si elles dénoncent, leurs familles seront punies par le démon, par le vaudou. Donc, il y a ce côté, puis aussi des punitions. Vous savez, il y a des punitions terribles. Les proxénètes n'ont pas de pitié. On a vu des cas de prostituées qui se rebellaient, qui voulaient fuir et tout, qui ont été liquidées. Ou battues comme plâtre. Donc, c'est un monde cruel. Alors, évidemment, qui se cache toujours derrière le sourire. C'est le monde de la fausseté totale. Si vous interrogez une prostituée qui est active, moi j'en ai interrogé plusieurs, c'est toujours le même discours, c'est un discours stéréotypé. Je fais ça pour le plaisir, ça c'est la note qui dit au gars, si elle fait ça pour le plaisir, j'ai pas de mauvaise conscience. Ou alors pour faire ma pelote et après je me retire. En fait, elle fait la pelote du maquereau, puisqu'une prostituée bien gérée rapporte 100 000 euros par an à un maquereau. Comme il en a 2 ou 3 en général, c'est un pactole. Je ne parle pas des bandes, des gros mafieux qui ont beaucoup plus de monde. Ça rapporte pratiquement autant que la drogue. D'accord. Et que les réseaux qui envoient des migrants, qui envoient la drogue, des armes et tout, envoient des filles. Donc la mafia, une entente entre la mafia japonaise, les yakuza, la mafia chinoise, les triades, la mafia italienne. Il y a donc des accords passés avec les mafias pour importer. On le voit, et les lieux... On corrompt, on le voit, la corruption, pour que les douaniers ferment les yeux, pour qu'il y ait donc une impunité. On l'a vu avec les filières de l'Est, où le passage, on va dans un pays qui fait partie de l'Europe, et comme ça... Après, on peut circuler. Et on le voit partout. Et donc, on voit des pays, alors j'en parle dans la deuxième partie du livre, la façon dont on fabrique les jeunes prostituées, on les forme. Dans certains pays de l'Est, en Albanie, on formate les prostituées. On les frappe pour les former, pour qu'elles ne pensent plus à fuir. Elles sont prostituées pour la vie, c'est fini. Elles n'échapperont plus. Il faut qu'elles se mettent ça dans la tête. Et donc, si besoin, voilà. Et donc, on voit ça, après, des lieux de passage où les douaniers sont corrompus, etc., etc. Il y a donc, et puis des juges en Amérique latine, des trucs aussi, il y a au Mexique, des organisateurs de bordel qui ont été démêlés avec la justice et sont recyclés ailleurs. C'est un monde qui, à un moment, était plus artisanal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est très rodé. Et c'est quand même... On le voit dans tous les pays. On est là dans un monde vraiment où l'être humain n'existe plus. L'être humain est rien. C'est une chose, c'est même pas un bout de viande. C'est rien. Alors face à ça, justement, il y a eu, vous l'avez dit, il y a eu 3 grandes... théorie de la réaction, 3 grandes façons de considérer qu'on pouvait ou devait régler ce problème, avec 2 sous-catégories. Et j'aimerais bien justement que vous nous les expliquiez. Alors, il y a le prohibitionnisme, c'est ça, alors, le réglementarisme, et le néo-réglementarisme. Ah oui, il y a des néo, parce que il y a des... soi-disant des pays réglementaristes, mais qui tolèrent en partie la prostitution, donc ils sont néo-réglementaristes. Alors, quelles sont les différences entre prohibitionnisme, réglementarisme et abolitionnisme? Le prohibitionnisme, la prostitution est interdite. Voilà. Donc, avec des exemples, si vous avez, de sociétés... Il y a certains États des États-Unis sont prohibitionnistes. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Mais
il y a des pays en Europe, je les cite, je ne me souviens plus maintenant, mais la prostitution existe quand même. Hein. Voilà. Elle est souvent prohibitionniste. Je crois que l'Albanie est prohibitionniste, enfin, des pays où il y a une prostitution qui fleurit. Donc ça, c'est sur le papier, c'est prohibitionniste. D'accord. Mais ça fonctionne, on arrête de temps en temps, bonhomme, enfin, c'est pas... le réglementarisme, c'est hérité des latins, comme je disais, on réglemente, c'est-à-dire que dans le réglementarisme, les maisons closes sont autorisées pour que les filles, soi-disant, soient protégées, ce qui n'empêche pas des exactions, et d'autres, ce qui n'empêche pas non plus les insoumises. Tous les pays réglementaristes ont eu les filles soumises et les filles insoumises. Celles qui n'entrent pas dans des bordels, qui se prostituent sur le terrain. Moi, j'ai vu ça en Allemagne, aux sorties à Francfort, il y a des bordels immenses à Francfort. Et vous allez à la porte de ces bordels qui font plusieurs immeubles communiqués. On se croirait, je le cite, on se croirait chez Piranèse un peu. Ah, c'est vrai. Avec une foule qui... Et là, soi-disant, tout est bien pour les filles, sauf que c'est vraiment... Les gars viennent, ils les regardent, elles sont à moitié à poil, ils les détaillent, ils regardent un peu, ils demandent le prix, ils s'en vont, etc. Donc ces filles sont là, c'est souvent des filles de l'Est ou asiatiques. Quand vous allez voir un peu ce qui se passe, c'est très peu des Européennes, très peu. Et c'est pour leur bien, c'est pour qu'elles soient protégées. Comme on disait au bordel avant, c'est qu'elles sont protégées. Et évidemment, dans certains coins, c'est Nelson Algren, l'écrivain américain, qui en parle, par rapport dans les États-Unis, dans les pays du Nord, dans les États du Nord, l'hiver, quand il faisait froid, qu'il gelait, c'est vrai qu'une prostituée de rue, bas de gamme, enviait les prostituées dans la maison parce qu'elles étaient au chaud. Et elles pouvaient manger. Donc on est toujours bien, mais on est quand même prisonnière. Puisqu'à l'époque du réglementarisme, des maisons closes, une prostituée qui s'évadait d'un bordel était ramenée au bordel par la police. Elle n'avait pas le droit de s'évader. Donc il faut voir, tout ça était au bénéfice du client et de l'ordre établi. L'idéal, c'est de cacher ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas. On cache. Et donc, ça, c'est le réglementarisme. Beaucoup de pays sont encore réglementaristes, comme l'Allemagne, comme la Hollande. Et d'ailleurs, les observateurs disent que depuis que tout ça est organisé, il y a afflux de prostituées, il y a beaucoup plus de prostituées qu'avant. Et de moins en moins d'autochtones. Les réseaux fonctionnent à fond la caisse. Sarrebruck, probablement la plus française des villes allemandes. La frontière n'est à que quelques kilomètres. Du coup, beaucoup d'hommes y viennent pour faire la fête et pour profiter des maisons closes. Dans le quartier rouge, beaucoup de publicités sont d'ailleurs dans la langue de Molière. Et la plupart des prostituées s'expriment en français. Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, au niveau d'achat, est moins cher. Déjà, les Français ils viennent acheter ici en Allemagne. Dans certains établissements, les Français représentent plus de la moitié de la clientèle. Ces 5 jeunes adultes habitent à 1 heure de Sarrebruck. Ce soir, ils sont venus jouer au casino, mais ils nous avouent qu'ils ont fait un petit crochet par cette maison close. L'endroit, manifestement, présente beaucoup d'avantages par rapport à la loi française. C'est autorisé, finalement c'est autorisé, mais puis c'est moins cher qu'en France et les femmes sont plus propres, vu qu'elles ne viennent pas de la rue. Ici il y a des douches et tout. Des maisons closes plus sûres et plus propres donc. Pour les clients peut-être. Pour les prostituées, en revanche, la situation serait beaucoup moins rose. On s'aperçoit que 90 à 95% des personnes qui sont dans les maisons closes n'ont pas de contrat. Elles sont illégales. Elles sont issues des mafias. Donc ça montre combien ce système qu'on croit parfait de l'extérieur a ses failles et contribue à l'organisation de la prostitution et de la traite des êtres humains. Des femmes qui arrivent majoritairement de Roumanie, de Bulgarie ou d'Afrique, et bien souvent victimes de maltraitance. Donc ça, c'est le réglementarisme. Vous avez ensuite l'abolitionnisme, qui est l'abolition du réglementarisme. Où là, la prostitution est libre, elle n'est pas interdite, donc vous pouvez vous prostituer. Par contre, le proxénétisme est interdit. Alors nous, on est quoi, nous En France En France, on est abolitionniste. D'accord. Alors, donc la et c'est là où on en arrive à ces absurdités des hôtels de passe, où le client va finir condamné, le mec qui gère va finir condamné, mais pas la fille. Non, mais normalement, l'hôtel de passe est interdit. Alors, ce qui se passe, c'est que la pression avec le net, et on vous indique au dernier moment à quel hôtel vous allez vous rendre pour avoir la fille, au dernier moment. Et donc, on changera régulièrement. Il n'y a plus de bordel, il n'y a plus d'hôtel de passe, mais il y a des hôtels qui deviennent de temps en temps des chambres qui deviennent des chambres de passe. Mais tout ça se fait... Alors, la police veille, mais enfin, on s'aperçoit que là aussi, la façon dont les filles sont placées, c'est des réseaux. Alors, on a possession de cités maintenant, où l'on voit des jeunes mineurs prostitués par leurs copains ou leurs frères.
parce qu'ils se sont aperçus que c'était très intéressant financièrement. Ça vaut de l'or. Et on voit des réseaux qui placent les filles, tantôt ça va être en banlieue parisienne, tantôt ça sera à Montpellier, tantôt dans des villes. Toujours, il n'y a pas de lieu de prostitution. Au dernier moment, on prend un hôtel. Quand ça commence, on s'aperçoit que ces filles ne sont pas là pour passer la nuit, mais pour recevoir des clients, on change d'hôtel. Ouais. Voilà. Donc là, on a une position qu'on n'arrive pas à localiser très bien. De temps en temps, il y a des arrêts. On voit quand même, quand on suit la presse, que chaque année, il y a des arrestations massives de réseaux de proxénètes en France. Régulièrement. C'est des centaines de proxénètes qui sont arrêtés chaque année. Et théoriquement, si on entend les filles officiellement qui ont la parole, qui sont sous pression, il n'y a plus de proxénètes. Moi, j'ai entendu des procédures, il n'y a plus de proxénètes aujourd'hui. Maintenant, on gère nous-mêmes notre job. C'est nous qui choisissons pour gagner, pour nos enfants, pour gagner, puis pour se retirer, etc., etc. Tout le discours. Or, tout ce discours est frelaté. C'est quand même une fille qui se prostitue. Alors, il y a des filles qui se prostituent librement, mais très souvent, elles sont après récupérées. C'est un capital intéressant. Pourquoi le laisser fonctionner pour lui-même? Il vaut mieux le mettre de côté. Alors, il fonctionne en tant que... On a un capital, on a les intérêts, les produits dépassent, et puis quand on veut se débarrasser de la fille, on vend le capital. Donc, on se débarrasse de la fille, on la vend à un autre proxénète, et elle va... Et quelquefois, on lui fait payer une amende, qu'elle va payer en faisant des passes pour le nouveau... C'est un système très bien monté. On retrouve là toujours pareil. L'homme utilise la femme. Alors, quand on est client, on l'utilise en fermant les yeux, en disant, bon, voilà, elle fait ça pour elle, pour son plaisir. Quand on est en proxon, on le fait ça pour gagner du fric. Mais c'est une rentabilité étonnante. Alors, il y a des gros groupes de proxos à l'étranger qui ne vivent pas en France. Ils ont des sous-proxos en France qui peuvent prendre les risques, ils sont arrêtés. Eux sont à l'étranger, ils gèrent ça de l'étranger. Quelle a été, au vu de l'expérience de l'histoire, la méthode qui a le mieux marché, s'il y en a une? La méthode... parmi les trois. On s'aperçoit que, pour l'instant, c'est pas évident. Pas évident. Alors, l'histoire de la pénalisation des clients a été une tentative, bien qu'il y ait eu très peu de gens pénalisés, en fait. C'est sur le papier. C'était Najat, ça, non? C'était Najat Vallaud-Belkacem en 2012 qui disait qu'elle voulait abolir la prostitution. Ça voulait dire qu'elle ne connaissait rien au problème. Oui. C'est ça, comme beaucoup de politiques qui parlent, qui connaissent ça strictement rien. Alors bien sûr, sur le principe qu'il faille lutter autant qu'on le peut contre la traite des femmes, qu'il faille s'en prendre avec tous les moyens possibles, qui d'ailleurs pour l'instant n'existent pas, aux mafias qui existent et aux proxénètes bien entendu, qu'on supprime le délit de racolage qui s'imposait aux prostituées. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, même si la police apparemment n'est pas enchantée de cette idée. En revanche, l'idée de pénaliser les clients, je ne crois pas que ce soit la meilleure des méthodes. C'est pas que le principe me choque, mais il me semble d'abord que plus on pénalisera le client, plus par la force des choses, ce qui se passera dans la clandestinité, dans le secret, et donc mécaniquement, ça augmentera l'emprise des mafias et des proxénètes, donc que ça mettra en péril la santé, la liberté et quelquefois même la vie des prostituées. Ensuite, parce que je ne crois pas trop aux réglementations dans ce domaine. Vous savez, en France, on a tout essayé. On a essayé l'interdiction pendant des siècles. Ensuite, on a essayé pendant des siècles la réglementation. Bon, maintenant, on veut un système de pénalisation. Je ne crois pas que ce qui se passe, par exemple, en Suède, en Norvège ou en Islande, et qui a la même orientation, qui a la même inspiration, ait particulièrement bien fonctionné. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que le statu quo, avec plus de moyens de lutte contre les mafias et les proxénètes, d'une part, et la suppression du délit de racolage, ça aurait été certainement moins spectaculaire, mais sans doute plus efficace. On va vers ce qui est à la mode. C'est un peu désolant. Mais alors comment ces politiciens devraient, selon vous, régler cette question sociale et sociétale de la prostitution? Régler, c'est difficile. Régler, ça veut dire une éducation, d'abord. Si vous voulez, le problème, on va à l'encontre, parce que toute la pornographie galopante, favorise une vision de la femme qui est une vision de prostituée. La femme, dans la pornographie, qu'est-ce qu'on voit? La femme victime ou masochiste qui réclame des coups. Donc on fabrique une image de la femme qui est aux antipodes de la femme souveraine. La femme est une masochiste et qui aime ça.
Elle est souvent aussi obsédée sexuelle, on la présente comme ça dans les trucs pornographiques. Donc les gars qui voient ça, ils le voient très tôt. Les enquêtes qui ont été menées montrent que des enfants, dès l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, voient des trucs pornographiques. Et donc, leur formation sexuelle est une formation totalement aberrante. Donc, on voit mal après comment ils ont une vision de la femme équilibrée, monégale et tout. Alors, il faut revenir à ce que les premiers colons avaient aboli dans les sociétés dites primitives, c'est-à-dire on revient à l'initiation sexuelle au temple. Voilà. Non, mais je crois que... À 18 ans, chaque jeune homme va à l'Élysée, le temple de la République, paf, et puis... non, la pauvre. Non, mais je crois que... À faire des longues journées, ça la changera, mais bon. Il est vrai que la pornographie est une industrie qui n'est pas poursuivie. Donc, il montre des choses souvent, vraiment, des filles prises à la suite par 10 mecs, ou des trucs avec les filles prises par 2 ou 3 mecs en même temps, des fist footing où les filles se font prendre 2 poignées dans le cul. Je crois que la déshumanisation est à son paroxysme. Extraordinaire. Et moi, je me dis que là, c'est un combat que mènent certains Michéa et d'autres philosophes et tout. Là, on a la réification la plus absolue. Je veux dire que la femme est réduite vraiment à l'objet, à une chose. Or, je crois qu'une société harmonieuse, c'est que la femme soit l'égale de l'homme et qu'elle ait son mot à dire. Qu'elle ne soit pas désignée comme... tiens, j'achète ça, comme j'achète une pomme sur un truc. Je crois que la femme est l'égale de l'homme et doit avoir son autonomie comme l'homme. Et si elle désire un homme, qu'elle dise, j'ai envie de lui faire comprendre, c'est pas une pute pour autant. Elle exprime son désir. Elle vous le fera comprendre sans le dire. Mais beaucoup de mecs pensent qu'une fille qui exprime le désir de quelqu'un, à qui un homme plaît, c'est une pute. De toute manière, pour un client, une pute, c'est une femme qui se dérobe comme c'est la femme qu'on peut acheter. Comment ça se fait que le libre choix de la sexualité féminine va être automatiquement, intellectuellement, réflexivement rattaché à la prostitution? La prostituée est toujours attachée. Alors qu'elle ne gagne pas d'argent, elle ne fait rien que fait la prostituée. Non, mais souvent, parce que c'est une image dévalorisante. Elle fait même l'antithèse de la prostituée, puisque c'est elle qui exprime sa volonté de désir. C'est qu'une femme dite légère est appelée pute. Or, une femme légère, c'est une femme qui a envie de s'exprimer, d'avoir des aventures, d'avoir du plaisir. Mais pour un homme, c'est une pute. Parce qu'elle a son autonomie sexuelle. Donc c'est une pute comme celle qui c'est bizarre, parce que normalement c'est l'inverse. La pute est celle qui n'a pas son autonomie sexuelle. Mais ça n'a pas de sens. De considérer quelqu'un qui est libre de prendre son pied avec un mec, c'est une pute comme celle qu'on achète. Mais pour l'homme, bien souvent, la femme est quelqu'un dont il se méfie, toujours. Et donc si elle n'est pas pute, elle risque de cacher sa putasserie. Il y a toujours ce côté méfiance. Or, tout est fait dans l'industrie pornographique, dans tout ça, pour que les sexes s'affrontent au lieu de s'harmoniser. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, les féministes, il y a des féministes qui sont ouvertes, et des féministes radicales qui veulent punir le mal de ce qu'il fait, mais tous les mâles ne sont pas des pervers. Tous les mâles ne sont pas des proxénètes, ne sont pas des tueurs. Il faut quand même nuancer, je crois... Je crois que l'homme et la femme sont faits pour s'entendre. Et que chacun ait son plaisir, chacun ait sa liberté. Se marier, c'est pas tomber sur la coupe de quelqu'un. Je veux dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Énormément. Il y a 2000 ans que ça dure et ça continue. Bien sûr. Je ne crois pas que ce soit demain matin, il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, vous savez, je termine mon 3e tome, l'épilogue, je l'appelle « Pour en finir avec ce qui ne finira pas ». Dans ce dictionnaire, j'ai voulu montrer d'abord un vocabulaire étonnant. Ouais. Alors, faites-le-moi découvrir, tiens, ce tome 2. Il y a d'abord, le tome 2, c'est d'abord... Ah oui, c'est vraiment un dictionnaire. Femme de péché, femme de poids, femme de quart, femme de terrain, femme de 3e catégorie, femme de trottoir, femme de vie, arpenter le bitume, arpenter l'asphalte, arracher le chien-dent, auticher, au charme, avaler son dentier, escorting, essayeur, étiquetage, pimenter, pipe, pick-up, trottoir, tripot. Ah ouais, vraiment, il y a... Alors, je l'ai organisé vacherie. En 6 rubriques. Parce que c'est très compliqué. Ce dictionnaire, il y a des dictionnaires d'argot, mais qui mettent à la suite. Alors, j'ai voulu l'organiser en mettant
d'abord les mots qui désignent la prostituée. La prostituée et le prostitué. Ensuite, j'ai fait une deuxième rubrique qui s'appelle l'exercice de la prostitution. C'est un autre vocabulaire. Hein. Arracher le chien dent, par exemple, ça c'est... Ensuite, j'ai fait une troisième rubrique, ce sont le bordel. Les mots qui bordel, désignent hôtel le de lieu. base, tout ce qui renvoie au lieu où l'on se prostitue. Et puis à chaque fois, vraiment, la description cocotte minute, prostituée de maison d'abattage se livrant à des passes à la chaîne. Voilà. Alliance du mot cocotte, qui est une femme se livrant à la galanterie, et du mot minute, qui souligne la rapidité de la prestation. La cocotte minute est aussi le nom de l'autocuiseur que l'on met sous pression. Pour Pierre Merle, cocotte minute caractérise une prostituée bâclant sa prestation pour aller plus vite. Voilà. Donc, si vous voulez, alors, je fais ça. Après, il y a un quatrième rubrique, c'est le client. Ouais. Le client, qui a pas mal de noms d'oiseaux. Et après, je termine par le proxénète. Et je termine enfin, dernière rubrique, les autres proxénètes. C'est-à-dire les recruteurs, les gars qui forment, les gars qui véhiculent, qui convoient les filles d'un pays à l'autre, etc. Donc, j'ai voulu montrer... Le raidard, client radin ou fauché qui paye le prix d'attaque sans demander d'extra. Ouais. Voilà. C'est pas... Contrairement à ce que vous voyez, c'est pas obscène, il est raide. Il a pas d'argent. C'est très beau, c'est pas du tout... Le raidard, il est raidard. Ouh, les filles disent, celui-là c'est un raidard. C'est pas intéressant. On va faire... C'est celui qui va demander, comme on dit, la passe basique. Voilà. La passe basique, c'est la passe sans fioriture. Par contre, le client intéressant, c'est le client qui demande des fioritures. Oui. Et alors là, tout est calé. Alors, une prostituée, si le client lui demande de se mettre à poil, même s'il n'est pas beaucoup habillé, enlever les derniers... 7 ans. Et tout est payé. Et c'est duré, à une époque, les prostituées avaient fumé, et la passe avait le temps que la cigarette qu'on mettait dans le cendrier se consume. Au-delà, il dit, hop, terminé, si tu veux continuer, tu payes une deuxième passe. Il y a vraiment des expressions incroyables. Tutoyer le pontife. Ah oui. Ça, c'est la fellation. Oui, j'en ai douté. Voilà. Il y en a de moins évidentes. Il y a du Pierre Perret. Oui, vaccination. Ouais. Mise à l'amende d'une fille qui n'a pas respecté la loi du milieu. Voilà. C'est de la vaccination. La vaccination. Avant, c'était la cour des vaches. Une fille qui avait balancé. Ah, c'est vraiment... Ça a l'air... Je n'ai pas lu le second, mais je vous invite vraiment à... Non, mais il est très... à vous le procurer, parce que c'est incroyable. Si vous voulez, à mes yeux, je crois que c'est le vocabulaire le plus complet sur la question. Oh, c'est incroyable. Il y a une beauté ça m'a demandé... Rien que ce livre m'a demandé 3 ans de boulot. Et donc, ce que j'ai fait, c'est quand même, j'ai pratiquement toutes les définitions, je les ai écrites. J'ai cité le maximum d'occurrences dans les livres et tout, parce que c'est aussi un dictionnaire. Ce n'est pas que du dictionnaire des expressions entendues ou parlées, c'est aussi tiré de livres. Oui. Or, il faut savoir, j'en parle dans le 3e tome, que la prostitution, le vocabulaire prostitutionnel, apparaît très tôt dans la littérature française. Par exemple, dans les fabliaux, dans le roman de Renard. On a donc des bouquins dès le Xe siècle, des œuvres où il y a le mot prostituée. Dans le roman de Renard, à un moment, ils engrainent le loup qui est jaloux, sa femme a couché avec le renard, avec le renard, qui s'appelle... Le renard, c'est un nom propre, avec renard, voilà. Eh bien, il la traite de sale pute, de vieille maquerelle. On est au 11e siècle, 12e siècle. On le trouve dans le roman de la Rose. On va le trouver chez Villon. On va le trouver chez Dubélé. Au vocabulaire ancien, on le trouve partout. On n'a pas attendu le XIXe siècle, ni le XXe siècle avec Giovanni et tout ça. Donc j'ai fait ce travail de recherche ici dans la littérature. Et en ouverture de ce livre, je donne un peu la littérature, les mots d'argot en latin. Énormément de mots d'argot pour désigner prostituée. En allemand aussi, je crois qu'en allemand, il y a une centaine de mots pour désigner la prostituée. Donc il y a une invention argotique et des mots d'argot qui vieillissent, qui se démodent, qui meurent, d'autres qui ressuscitent. On voit des mots d'argot qui reviennent dans le monde. Cascadeuse, casse-croûte, casseuse de bites. Ça, on comprend. Il y en a qui sont clairs. Et ben pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer ces 2, bientôt 3 ouvrages que vous trouverez en description de la vidéo. Ils sont trouvables un peu partout, mais vous les éditez vous-même dans votre maison d'édition, que vous pourrez du coup aussi découvrir par la même occasion, les éditions de Paris. Merci à vous d'avoir été là. C'était un grand plaisir de vous écouter et d'apprendre plein de choses. Et je pense que beaucoup de gens auront envie d'en savoir plus. Il y en a pour 500 pages à chaque fois, quoi. Ouais, un peu moins, ça dépend. Mais là, le 3e sera un peu plus gros. Encore ? Ah bah. Mais le 3e est un 498. peu... Je vous ai dit, le 3e, il est un peu fou. Oui. Puisqu'il traite l'image de prostituée
dans la littérature française, allemande, italienne, espagnole, russe, américaine, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis dans l'art depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et puis dans la musique, dans la chanson, et enfin dans le cinéma. Là, c'est-à-dire juste, dernière curiosité, quelles sont les représentations qui sont sur la... Alors ça, c'est Otto Dix, ou Georges Grosz, je ne me rappelle plus, c'est marqué. C'est un expressionniste allemand, qui sont des peintres, les expressionnistes, sont des peintres qui ont été très sensibles à la misère, à la guerre. Alors Grosz ou Otto Dix, ou des gens, Bachmann et tout ça, ont représenté souvent les blessés de guerre, les estropiés, les prostituées. Pour eux, tout ce qui est révoltant dans la destruction de la personne humaine. Et alors, alors ça, c'est Steinlein. Tome 2, Steinlein, qui a, je crois qu'on a colorisé, je ne me rappelle plus. Je vous dis, il représente, c'est la couverture d'un livre d'un auteur, à l'époque, qui faisait des romans populaires, du but de la forêt. C'est un livre qui s'appelait La traite des blanches. D'accord. Puisqu'à l'époque, c'était la traite des blanches. Maintenant, c'est la traite des êtres humains, parce que ça a changé de continent. Et donc, Steinlein a toujours été aussi un peintre, un dessinateur, un caricaturiste très attaché aux petites gens, très sensible à l'injustice, à la misère. Il a fait beaucoup de... disons, il a représenté des mineurs en train de faire grève, il a représenté des travailleurs dans des mines de charbon, vraiment des femmes, des blanchisseuses exploitées. C'est un homme très social et un peintre de qualité. Il y a une expo, je vous signale, à Montmartre, au musée de Montmartre. Vraiment une remarquable exposition sur ce peintre, Steinlein, qu'on ne connaît pas bien, et qui est un type vraiment génial, et un peintre du peuple. Là, voilà, il y a même un conseil de visite pour aller au musée. Allez le voir, c'est vraiment sublime, cette expo, sublime. Eh ben, je pense que pas mal de gens le feront. Merci à vous d'avoir été là. Merci à la régie / public. Merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios, à très vite.